Bonjour tout le monde, donc bienvenue à nos invités. Donc, on sait qu'on est bi-labo là, voilà, il y a Bézieux et GBC, enfin une partie de GBC. Et ben voilà, donc ceci est notre réunion du jeudi, c'est pour ça qu'on est vendredi. Voilà, donc nous on fait des réunions mensuelles tous les jeudis. Il y en a qui sont venus déjà à notre réunion du jeudi la dernière fois. Normalement, c'est des réunions plutôt de quelqu'un qui présente un travail de recherche, mais ça peut nous arriver aussi d'aborder dans ces réunions-là des thématiques qui nous intéressent tous dans la recherche et qui sont en lien avec les activités de recherche. Et donc là, on a sollicité la bibliothèque, et puis précisément Aurélie ici présente, pour nous apporter des conseils sur notamment les questions des choix de licence. Donc, nous, ce qui a motivé au départ la demande, c'était vraiment un cas de figure très très précis qui est quand on soumet un article, en fait, souvent on se retrouve soit sur le site de l'archive en ligne, soit sur le site du journal, avec l'emploi parmi 5 modèles de licence, et je vais dire n'importe quoi parce que je ne les retiens pas par cœur, mais CCY 0Z machin, ou DZ, voilà. Et on ne sait jamais quoi choisir. À chaque fois, on demande aux autres, on a dit quoi la dernière fois, j'ai mis ça, je vais cocher la même chose, voilà. Ce qui n'est pas forcément une bonne pratique. Et voilà, c'est tout, fin de mon introduction. Merci pour l'invitation. Donc voilà, donc Aurélie Pibonieux, je travaille à la bibliothèque, enfin pas à la bibliothèque centrale, mais à la direction des bibliothèques, de la documentation et des archives, où je suis responsable de la cellule Sciences ouvertes. Donc il y a une cellule en fait qui va s'occuper de toutes les questions liées à l'accès ouvert et à la science ouverte, principalement l'archive HAL, mais pas que. Et aujourd'hui, on a notamment plein de questions qui se posent liées à l'édition scientifique. Alors, du coup, en introduction, alors, je ne sais pas, je pense que les connaissances en droit sont très variables. Donc, je me suis dit, je vais quand même présenter des choses qui vont peut-être vous paraître évidentes, mais je me dis que, voilà, au moins, ce sera dans le support, si besoin. Aujourd'hui, on est dans une problématique en général que rencontrent les laboratoires, qui est qu'on veut pouvoir être lu, parce qu'on écrit d'abord pour être lu et que pour que les résultats de la recherche servent à la communauté scientifique et même en dehors de la communauté scientifique. Mais il y a aussi un souci lié au droit d'auteur, c'est que quand on est auteur d'une production scientifique, on a envie que cela soit garanti, protégé, que cela soit reconnu. Et en fait, ces deux dynamiques d'ouverture et de conservation des droits, et ben aujourd'hui, elle est difficile à concilier parce qu'on est sur deux dynamiques différentes. La première qui repose sur la notion de propriété intellectuelle, et puis la deuxième qui repose sur une ouverture sans contrainte. Et la propriété intellectuelle, c'est une contrainte. Et le modèle historique de l'édition scientifique, c'est un modèle qui s'est construit sur la cession des droits de propriété des chercheurs. Le modèle traditionnel, c'est que lorsque un chercheur publie auprès d'un éditeur, eh bien, il va lui céder les droits exclusifs de reproduction de l'œuvre en échange de la diffusion de ce travail et du travail d'édition par ailleurs. Et ces dernières décennies, ce droit a connu beaucoup d'évolutions et de changements de pratiques. Tout d'abord, en raison du basculement vers le modèle numérique. Alors, d'une part, la reproductibilité numérique, elle fait peser un risque de copiage. En fait, c'est beaucoup plus facile de copier un article en ligne que d'aller copier une thèse papier, par exemple, même s'il y a des gens qui l'ont fait. Et donc ça a amené dans un premier temps à un durcissement des règles de protection juridique avec des éditeurs qui ont voulu défendre cet aspect-là. Et puis par ailleurs, dans les pratiques des éditeurs eux-mêmes, le passage au numérique, ça a permis en fait de s'affranchir de certaines barrières techniques, notamment le fait que c'est beaucoup moins coûteux aujourd'hui de pouvoir produire de manière numérique, et c'est notamment à cause de ça qu'on a vu l'explosion des éditeurs prédateurs, donc à commencer par Frontiers et MDPI. En fait, là où auparavant, un éditeur allait publier, par exemple, dans une revue 3 ou 4 numéros par an, là, en fait, MDPI, il en produit un par jour, au minimum, et il n'y a pas de limite. Un papier, si vous voulez imprimer une revue en ligne, enfin une revue papier, la revue, elle ne va pas faire 700 pages. Donc, en fait, toutes ces contraintes techniques, elles explosent. Donc, on a de plus en plus d'articles, on a une rapidité accélérée, on a une explosion du nombre de publications. Et ça, l'accès ouvert est venu, en fait, accélérer encore plus les choses. Au départ, l'accès ouvert, c'est pensé pour lever les barrières techniques et commerciales qui restreignent la diffusion du savoir scientifique.
mais en fait, ça a créé une sorte de vide juridique pour tout ce qui touche au droit d'auteur. Et par ailleurs, l'open access, qui au départ était plutôt un mouvement de chercheurs, eh bien, ça s'est institutionnalisé. Aujourd'hui, c'est intégré dans les politiques publiques, dans les exigences des financeurs, des établissements, etc. Et là, il y a eu une sorte de passage à vide. On n'a pas anticipé ce que ça allait créer au niveau de l'édition, et les éditeurs se sont engouffrés dans cette brèche et ils ont développé de nouveaux modèles économiques pour avoir de nouvelles sources de rentabilité. Donc, d'une part, sur les 20 dernières années, ils ont mis en place des restrictions pour l'auto-archivage du manuscrit. Vous savez que l'auto-archivage, ça... HAL, par exemple, l'archive française, elle a été créée en 2001, donc on n'est plus sur quelque chose de récent. Donc, ils ont commencé à restreindre la possibilité d'auto-archiver le manuscrit, et par ailleurs, ils ont développé des modèles économiques viables pour eux, notamment ce qu'on appelle le Gold Full APC, c'est-à-dire les revues où, pour publier, vous n'avez pas d'autre choix que de payer des APC. Donc, ils ont un public captif. Alors, les voies d'ouverture existantes, donc avec Marie-Liesse, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, on voulait quand même rappeler les modèles dominants pour publier en accès ouvert. Donc, l'idée de base de publier en accès ouvert, c'est de fournir un accès immédiat et gratuit à une publication, mais dans le respect du droit des auteurs et du travail des éditeurs, pour équilibrer les deux. Donc, on a deux possibilités historiques. La première, c'est ce qu'on a appelé la voie dorée, le fait de publier dans une revue qui est en accès ouvert d'une manière ou d'une autre. J'y reviendrai. Et puis, ce qu'on a appelé la voie verte, Green Access, c'est l'auto-archivage de la publication. En général, le manuscrit soit soumis à l'éditeur, soit accepté, mais non maquetté. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir en fait le travail de reviewing, mais vous n'allez pas avoir le travail de maquette, de pagination, la déclaration du numéro, etc. Et ça se fait généralement dans des archives ouvertes, soit thématiques, soit nationales. Alors, les conditions pour publier en accès ouvert chez un éditeur, c'est plusieurs possibilités. Soit vous avez un éditeur qui a un modèle commercial d'édition ouverte, où le financement est assuré par des fonds publics. Et là, vous allez avoir plein de cas de figure différents. Vous allez avoir le cas traditionnel au départ des institutions ou des sociétés savantes qui, en fait, vont fournir un effort financier pour que la revue puisse être publiée gratuitement. C'est ce qu'on appelle le modèle diamant quand c'est entièrement gratuit, les revues en libre accès total ou certaines revues qui pratiquent un embargo, mais plutôt en SHS. Dans vos disciplines, c'est moins le cas. Soit vous allez avoir des revues qui pratiquent des frais de publication, ce qu'on appelle donc des Article Processing Charges, qui vont être payés par l'établissement. Et donc là, c'est le modèle de l'auteur-payeur. Donc, ce n'est pas le lecteur qui va acheter le numéro, c'est l'auteur en amont qui va payer. Et vous avez un cas particulier qui est ce qu'on appelle les revues hybrides, où vous allez avoir à la fois un abonnement payé par l'institution, les bibliothèques, et puis pour certains articles, vous allez avoir en plus des frais d'APC pour que l'article soit disponible immédiatement. Donc là, vous avez un double coût, voire des fois un triple coût si on est dans le cadre d'une société savante qui va vous facturer l'adhésion pour la participation au congrès, qui va vous facturer le travail d'édition avec des APC et qui va facturer à l'établissement, aux bibliothèques, les abonnements au niveau pour les étudiants. Et donc là, nous, en bibliothèque, on n'est pas une grosse structure par rapport à des établissements comme Paris-Saclay ou la Sorbonne, mais on arrive quand même à des abonnements à 800 000 euros par an de budget. C'est énorme, en fait. Et c'est un abonnement temporaire, c'est-à-dire qu'on ne paye pas un abonnement définitif, c'est un accès temporaire, c'est de la location, en fait. On n'est pas sur de l'achat pérenne. Donc voilà, ces modèles-là sont un petit peu compliqués. On a, à l'inverse, un autre modèle qui est celui de l'archivage, auto-archivage, qu'on appelle donc la voie verte. C'est-à-dire qu'on va déposer ce qu'on appelle le préprint ou le post-print sur des serveurs, donc soit généralistes comme HAL ou disciplinaires. Donc on a maintenant Open Archive, ChemArchive, etc. Ce droit-là, étant donné les tensions avec les éditeurs, alors quand je parle d'éditeurs, je parle bien des grands éditeurs internationaux. Je ne parle pas des petits éditeurs qui ont du mal à survivre dans ces conditions, mais les grands éditeurs qui, eux, ont les moyens, en fait, de faire du lobbying au niveau juridique, ont beaucoup poussé pour restreindre ce droit. Et en France, on a, depuis 2016, la loi pour une république numérique qui cadre en faveur des auteurs le dépôt en archives ouvertes. Plusieurs conditions, il faut que ça paraisse dans une publication en série, au moins qui paraît au moins une fois par an. Donc une revue
mais aussi des actes de colloque ou de congrès en série qui rentrent dans ce cadre. La recherche doit être financée au moins pour moitié sur fonds publics, ce qui est très flou volontairement. Mais donc, on part du principe que si vous êtes chercheur payé sur des fonds publics, que vous recevez un salaire tous les mois, c'est sur fonds publics. Et si l'article n'est pas disponible gratuitement en ligne sur le site de l'éditeur, on a un embargo qui est de 6 mois pour les sciences techniques et médecine et 12 mois pour la SHS. Pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte que de toute façon, en général, pour la vente d'articles, dans certaines disciplines, les éditeurs entraient très vite dans leurs frais et qu'un article, de toute façon, qui est paru 3 ans avant, un éditeur ne va plus faire de gros bénéfices sur cet article. Donc, en fait, le calcul a été fait pour l'embargo pour respecter, en fait, cette marge de profit que peuvent se faire les éditeurs. Et ça, c'est en particulier pour les petits éditeurs qui ont encore besoin d'avoir des rentrées d'argent régulières. Alors. J'ai inversé les slides. Donc, on retourne chez le côté éditeur. Donc, pour les modèles qui existent, donc vous avez le modèle Gold. Là, ce sont les revues qui pratiquent par défaut des frais de publication d'APC. Donc, par exemple, The Lancet. Vous avez le modèle hybride dont je parlais. Vous allez avoir des articles en accès payant, closed open access, et puis des articles en accès ouvert si vous avez quand même payé des frais de publication en plus. Donc là, par exemple, les archives des maladies professionnelles et de l'environnement. Vous avez un modèle en anglais qu'on appelle le modèle bronze, qui est des articles qui sont consultables gratuitement sur le site de l'éditeur, mais c'est son bon vouloir. Si demain, il n'a pas envie que ce soit en accès libre, il l'enlève. C'est par exemple ce qu'a fait Elsevier après ou pendant la crise du Covid, où ils ont créé le Coronavirus Research Center. Et ils ont mis en accès ouvert sur leur site un certain nombre d'articles dont certains aujourd'hui ne sont plus en accès ouvert. Et puis, vous avez le dernier modèle, le modèle diamant, donc des revues qui sont totalement en accès ouvert sans frais de publication, mais qui sont peu nombreuses, tout simplement parce que c'est un système qui coûte très cher. Du coup, c'est quoi le principe là-dedans? Oui. Le modèle économique, c'est quoi? C'est vraiment c'est les sociétés qui sont derrière ou des choses comme ça qui financent? Alors, c'est des sociétés qui, en fait, vont investir en moyens humains. Donc, par exemple, des personnes qui vont en fait recruter des éditeurs, hein, qui vont prendre en charge les frais papier et éventuellement le traitement électronique. Et c'est vu comme un service public, en fait. De la même manière qu'en bibliothèque, nous, on achète des ouvrages et on ne va pas demander aux gens qui veulent les emprunter, en fait, de les louer. On a un budget propre. Donc là, ce sont des institutions qui engagent des frais propres pour l'ouverture de leur publication. Le problème, c'est qu'en fait, on est sur des coûts extrêmement élevés. On a toutes les revues de l'Académie des sciences qui sont parues comme ça, qui étaient chez Elsevier et qui ont basculé en modèle diamant. Ce sont des coûts faramineux, là où auparavant, Elsevier leur reversait de l'argent. Donc, on est sur on est sur quelque chose de non rentable. Et dans le climat actuel, où on exige des établissements publics qui faisaient un minimum de rentabilité, c'est compliqué. Et donc, on a eu toute une série d'accords, de négociations. Les bibliothèques ont été beaucoup sollicitées. Finalement, ce ne sont pas tant les chercheurs et les laboratoires que les bibliothèques qui ont été négociés avec les éditeurs. Peut-être pas forcément de manière très judicieuse de mon point de vue, parce qu'on a à une époque beaucoup poussé pour les APC au détriment des modèles hybrides. Et donc, il y a eu des accords qu'on a appelés des accords transformants. En fait, l'idée, c'était que les éditeurs, on leur paye un abonnement. En échange, ils pratiquaient des réductions pour certains frais d'APC. Et l'idée, c'était que ça allait leur permettre petit à petit d'ouvrir de plus en plus leurs articles. Certains l'ont fait en sachant pertinemment que de toute façon, ils n'ouvriraient pas plus. Et puis, on a des petites revues qui ont tenté. Et en fait, avec la réduction des budgets dans le service public, ça a beaucoup de mal à marcher parce que de fait, elles n'ont pas les moyens, ni humains, ni matériels, de passer entièrement en libre accès. Donc voilà, ce n'est pas un modèle pour l'instant qui réussit à s'imposer. Au CNAM, on a donc des accords qui sont négociés non pas localement, mais qui sont négociés au niveau national avec un organisme qui s'appelle Couperin, qui est un organisme qui émane des bibliothèques de l'enseignement supérieur
qui négocie donc avec les éditeurs. Et chaque année, on a des négociations qui se mettent en place. Donc là, actuellement, pour les ressources du CNAM, on a un certain nombre de négociations qui ont été actées. Donc voilà, vous avez un petit document qui a été fait par la collègue qui s'occupe des ressources électroniques. Si vous voulez le consulter en détail, vous avez EDP Science, ACM Digital Library, Elsevier, et évidemment dans Elsevier, The Lancet est en partie exclu, sinon c'est pas drôle, et Wiley. Vous avez actuellement des négociations qui sont très compliquées, qui coincent vraiment avec certains éditeurs. Donc vous avez certains établissements publics qui ont fait le choix de se désabonner, notamment l'Université de Lorraine. Mais c'est compliqué parce que la pression sur les chercheurs pour la publication ne disparaît pas. Et en se désabonnant, on prive les chercheurs d'articles dont ils ont besoin malgré tout. Et donc, on a peu de marge de manœuvre. J'ai une question. Et vous voulez dire, tous ceux qui ne sont pas les Lancet et les Celtest, là, c'est en fait entièrement sans frais, ou c'est pas une réduction? Parce qu'il y en a où j'ai cru voir passer des réductions, genre 30%. Alors, il y en a où c'est des réductions. En fait, on a un lot d'APC prépayés à l'échelle nationale. Et en fait, et voilà, si on publie en janvier, ça va. Okay. Si on publie en décembre, il n'y en a plus. Voilà, c'est hyper bien fait. Il faut le savoir. Donc là, on ne voulait pas rentrer dans les détails, c'est pour ça qu'on vous a mis le lien vers ce document-là qui est régulièrement remis à jour. C'est vrai que je pense qu'il faut qu'on fasse plus de communication là-dessus parce que... C'est censé être automatique quand le nombre de correspondants est avec une adresse CNAM, mais ça... Non, en fait, il y a un système de validation qui est en train d'être mis en place. Le problème, c'est qu'on n'a pas de centralisation de la validation CNAM. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on revoie. D'accord. Voilà, parce qu'effectivement, on doit en rater des APC. Ouais, je sais que là, j'ai découvert a posteriori. Et du coup, si on publie comme ça qu'il n'y a pas de validation, on signifie qu'on a du CNAM Alors, c'est sur la base des auteurs correspondants. Donc, c'est l'établissement, en fait, c'est l'auteur correspondant qui va faire que c'est son établissement qui va payer. Et donc, normalement, il y a une sorte de processus automatique, mais qui ne marche pas forcément bien. Donc, après, il ne faut pas hésiter à solliciter, je vous enverrai le mail de la collègue, et puis à solliciter la direction de la recherche aussi. Alors, les licences Creative Commons et Etalab, ce sont des licences en fait qui... alors, les licences Creative Commons, elles ont été créées en 2001, donc c'est pas tout récent non plus. C'est ce qu'on appelle des licences copyleft, c'est le contraire de copyright. Donc, en fait, c'est l'idée que le chercheur, en appliquant une licence, va renoncer à certains droits d'auteur, enfin certains droits en fait liés au copyright, mais pour intégrer ces publications dans l'idée que c'est, alors non pas un bien commun, mais que ça fait partie des communs mis à la disposition du plus grand nombre. Donc c'est conçu en fait de manière modulable, c'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de critères que vous pouvez combiner les uns avec les autres. Et donc ce sont les auteurs au départ qui fixent ces conditions. Et tout ce qui n'est pas interdit par la licence est donc autorisé. Alors, donc c'est du déclaratif, c'est-à-dire que c'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose qui n'est pas vérifié ensuite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vérifier si ces licences sont respectées. Ce qui est une grosse faille du système, c'est qu'actuellement, on n'a de toute façon pas les moyens de vérifier si le droit est appliqué ou si l'ouverture est appliquée. Donc, vous avez la première règle de base, CC BY. Ça veut dire que si vous mettez ce logo, quels que soient les critères que vous avez choisis, les personnes qui réutilisent tout ou partie de votre travail doivent vous citer. Donc ça, c'est la principale garantie, c'est que normalement, vous devez être reconnu comme l'auteur du travail. BY SA, ça veut dire que vous devez partager dans les conditions initiales. Si la personne dépose son article et que cet article est gratuit et non commercialisé, si vous reprenez des éléments, vous n'avez pas le droit, vous, de les vendre. Et par la vente, il faut bien avoir en tête que c'est un ensemble de choses, en fait. En édition, on peut vendre un article pour traduction. On peut vendre un article parce qu'on va l'intégrer dans une sorte de digest, ce qui s'est déjà fait sur Amazon. Vous avez des digests qui sont faits à partir d'articles récupérés qui sont gratuits. Vous pouvez récupérer des figures. Vous pouvez récupérer une petite partie du document. Tout ça, à chaque fois, c'est des choses qu'on peut potentiellement commercialiser.
ND, c'est non dérivatif, c'est-à-dire que, en fait, les personnes peuvent diffuser votre travail, mais elles n'ont pas le droit de le modifier. Typiquement, par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, un créateur de contenu visuel, les personnes ne vont pas pouvoir récupérer ce que vous avez fait, repartir de là et modifier à partir de ce que vous avez fait. Et puis, vous avez le NC, non commercial. Donc, ça veut dire que les gens, ils peuvent même transformer par défaut si vous ne mettez pas d'autres restrictions. Mais par contre, personne n'a le droit de vendre tout ou partie de ce que vous avez fait. Et donc, vous pouvez comme ça combiner. Donc, vous pouvez faire quelque chose comme CC BY SA, CC BY NCND, CC BY NCSA, etc. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver. Donc, la déclaration de base, c'est vraiment que dans votre document, vous allez soit mettre le logo, soit mettre le texte complet, soit mettre écrire CC by NCND, par exemple, ou les trois, ce qui va être indiqué. Normalement, une fois que c'est fait, on n'a plus le droit de l'enlever. Mais ça, c'est pareil, on n'a pas les moyens de vérifier. Et Creative Commons ne va rien vérifier. On est vraiment sur du purement déclaratif. Aujourd'hui, on n'a donc absolument pas les moyens de savoir si ce qui est sous cette licence-là sur un manuscrit ne va pas être réutilisé malgré soi. Oui. Et du coup, même s'il n'y a pas moyen que ce soit vérifié, si on découvre que par exemple quelqu'un a vendu quelque chose, ça donne Oui, ça protège par contre si on a le logo, la preuve, etc. Ouais, si on découvre quelque chose, donc ça donne. Si on a une démarche, mais là c'est effectivement une démarche après personnelle, individuelle. Mais que ça, je me demandais si ça donnait quand même. Non, par contre là effectivement, devant la justice, a priori, ça protège quand même. Ça a quand même au moins cette vertu-là. Okay. Mais ça ne peut pas, par exemple, protéger du plagiat si quelqu'un veut faire un vrai plagiat très bien élaboré. Ça protégera pas du plagiat parce que de toute façon, on sera dans une démarche frauduleuse. C'est juste qu'on ne peut pas empêcher les gens, il n'y a pas de moyen technique, ce que je veux dire. C'est d'aller contre cette licence. Après, c'est effectivement un arsenal juridique. D'accord, ok. Alors, quelles licences sont préconisées? Alors, là, j'avoue que je vais vous dire ce qui est préconisé. Je suis un peu circonspecte. Parce qu'en fait, le souci, effectivement, c'est qu'on peut préconiser plein de choses en ayant plein de bonnes intentions. Le problème, c'est que derrière, ça ne suit pas forcément. Aujourd'hui, vous avez en plus la question des LLM, dont je vais parler tout à l'heure, et en fait, la question de tout ce qui est data mining, entraînement, etc. Et le droit d'auteur est encore en train de se complexifier. Alors, la première chose à garder en tête, c'est qu'il faut distinguer la licence que vous allez appliquer au manuscrit que vous soumettez, qui de toute façon relève de votre droit d'auteur et qui donc n'est pas la propriété d'un éditeur, et la version qui va être mise en ligne par l'éditeur. Ce sont deux choses différentes. Et après, il faut réussir à concilier, comme je le disais, ces deux choses un peu opposées qui sont de garantir l'ouverture et la diffusion de l'article, mais de vous protéger contre, par exemple, des problèmes éventuels de fraude, de plagiat, etc. Et par ailleurs, il n'est pas toujours possible de choisir votre licence. Vous avez des éditeurs qui imposent certaines licences. Alors, pour l'archivage en archive ouverte, vous avez un consensus qui est celui de la licence CC BY. C'est celui qui est promu par la coalition S. C'est celui qui est promu par des grands organismes comme le CERN, par exemple, etc. Pourquoi? Parce que c'est la licence la plus ouverte qui va le moins mettre de barrières à la réutilisation des données. Mais après, on est sur du numérique. C'est-à-dire que si vous ouvrez vos données, si vous ouvrez vos publications, vous les ouvrez à tout le monde. Vous les ouvrez à des éditeurs commerciaux, vous les ouvrez à des ONG. C'est ouvert à tout le monde. Donc, en fait, en numérique, il n'y a pas de choix. Ce n'est pas ouvert aux bonnes personnes, celles à qui vous voudriez que ce soit prioritairement ouvert, par exemple des étudiants, etc. Ça va être ouvert pour que tout le monde puisse l'utiliser. C'est là qu'il y a une faille, en fait, que les éditeurs ont utilisée. Parce que, évidemment, ouvert à tous, ça veut dire ouvert à tous. Pour l'instant, c'est la licence CC BY qui est exigée par une majorité de financeurs. Donc, évidemment, l'Union européenne, l'ANR le préconise, des fonds comme le Wellcome Trust, la Fondation Bill Gates et Melinda Gates, oui. Ce qui est déconseillé, c'est les Copyright Transfer Agreement, évidemment.
sur des manuscrits, mais c'est compliqué. Et ce qui est aussi important à garder en tête, c'est lorsque on vous facture des frais de publication, il faut derrière qu'il y ait une contrepartie et que ce soit ouvert avec une licence qui établisse clairement l'ouverture pour la version, ce qu'on appelle la VOR, la Version of Record. Oui. On n'a jamais eu à en signer. Hein. En fait, on transfère le copyright à l'éditeur en fait pour la diffusion et la réutilisation de l'article. Donc c'est ce qui va faire que par exemple l'éditeur, s'il a envie de le traduire ensuite, c'est lui qui va le décider en fait. C'est plus l'auteur qui va décider de ce qu'il en fait, c'est l'éditeur. C'est le modèle dont je parlais tout à l'heure qui est le modèle traditionnel au départ de l'édition. Donc ça, c'était pour l'auto-archivage. Et après, lorsque vous signez un contrat d'édition, donc dans le cadre d'une contractualisation avec un éditeur, vous avez la possibilité de choisir, là aussi, soit la CC BY, soit la CC BY NC-ND, qui va empêcher l'éditeur de refaire une marge de bénéfice sur toute ou partie de l'article. Donc là, pareil, réutilisation de figures, d'illustrations, mais qui peut poser d'autres problèmes, puisque l'éditeur va peut-être vous dire aussi « Ah dans ces cas-là, vous n'avez pas le droit de republier une petite partie de votre texte chez un autre éditeur, puisqu'il va le commercialiser. » Donc, c'est quelque chose un peu compliqué à mettre en œuvre. Mais souvent, les éditeurs proposent eux-mêmes par défaut la licence CC BY, la licence CC BY SA ou CC BY NC-ND. Moi, c'est celle que je vois principalement. Alors, cette promotion de la licence CC BY, elle fait partie d'une stratégie européenne qui s'appelle la stratégie de non-cession des droits. En anglais, c'est un peu plus prononcé, c'est Rights Retention Strategy. Donc, ce n'est pas la non-cession, c'est la rétention des droits. Oui. Pardon, je suis désolée, j'ai une question sur la diapo d'avant, mais juste quand on dit éviter les copyright transfer agreements, ça veut dire qu'on peut s'y opposer quand un journal nous les demande? C'est compliqué. Parce que ça arrive quand même. Oui, c'est compliqué en fait. J'ai pas de. En fait, on n'a jamais eu de témoignages de personnes qui nous ont dit qu'elles avaient réussi ou pas réussi. Ouais. Donc, c'est compliqué. Ce qu'on voit de plus en plus, en fait, c'est que vous avez la petite mention de propriété, de copyright, le signe qui dit les auteurs. Mm-hmm. Et après, en fait, qui est transféré à l'éditeur, c'est les droits de diffusion. Parce qu'en fait, au niveau numérique, en fait, on a plusieurs niveaux. En fait, il y a une concentration aujourd'hui qui fait que les éditeurs sont aussi les diffuseurs, distributeurs du contenu. Là où auparavant, ce n'était pas le cas. En fait, l'éditeur, il éditait l'ouvrage. Et après, vous aviez un diffuseur qui se chargeait de faire la diffusion. Là, vous avez les deux aujourd'hui. Et donc là, en fait, ils ne demandent pas qu'on leur transfère les droits sur le travail d'édition, mais ils le font sur le travail de diffusion, qui est en fait quand même l'enjeu principal. Donc justement, d'où cette stratégie de non-cession des droits qui a été mise en place par la coalition S, donc, dont l'ANR française est membre, qui est un outil donc, qui incite les chercheurs à garder une partie de leurs droits sur leurs articles scientifiques. Et c'est là qu'on est un peu dans une logique quand même très contradictoire, parce que je vous ai expliqué que le CC BY, c'était une licence copyleft, c'est-à-dire que c'est une licence qui va faire que vous allez vous priver de certains droits. Mais la coalition S, dans son esprit, vous dit que si vous appliquez cette licence copyleft, ça va vous protéger en matière de droit d'auteur. Et c'est là où moi, je ne suis pas totalement convaincue de ce qui est affirmé. Mais en tout cas, c'est ce qui est promu par la coalition S. Alors, il vous explique que lorsque vous soumettez l'article, vous pouvez recourir à une formulation typique à mettre dans la section. Alors, eux, ils proposent dans la section des remerciements. Et donc, voilà, ils vous donnent cette formule que vous pouvez appliquer. Mais encore une fois, en fait, cette licence, effectivement, elle va faire que l'éditeur chez qui vous allez publier ne va pas garder les droits complets sur le travail. Mais pour autant, comme c'est une licence qui n'est pas restrictive, eh bien, ça ouvre quand même la possibilité de commercialiser l'article. Et c'est là, pour moi, qu'il y a une vraie faille qui n'est pas résolue aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous apporter, en fait, pas totalement catégorique, parce que là, on est dans une situation où le droit
va devoir évoluer face à la réalité des choses, en fait, et à la réalité des pratiques. Juste par rapport à l'exemple d'avant, ça veut dire que oui, sur la version qu'on soumet, on pourrait mettre CCBY, mais on ne pourrait pas mettre CCBYN si l'éditeur dirait bah non, c'est pas possible que vous soumettiez un article comme ça. En théorie, normalement, si, parce que en fait, c'est la version qui n'a pas encore été relue, validée, travaillée par l'éditeur. Donc, c'est une version qui est différente. Mais dans les faits, vous risquez de, on risque de vous répondre que si le manuscrit auteur il est non commercial, ça va coincer. Tout dépend en fait de la quantité de travail fournie par l'éditeur aussi. Il y a quand même des éditeurs, enfin nous on en voit passer dans HAL des manuscrits qui sont CC by NCND où la version finale est CC by. Mais ça c'est vraiment au cas par cas. En tout cas, le conseil global aujourd'hui du côté des financeurs et des agences de financement et des établissements, c'est la licence CC BY sur le manuscrit par défaut. Aujourd'hui, on a en plus une nouvelle couche qui est l'intelligence artificielle. En particulier parce qu'il y a un enjeu d'entraînement des LLM qui font qu'on a besoin d'avoir d'énormes masses de données et en termes de publication, on a besoin d'avoir accès à un certain nombre de publications et des publications validées. Et donc, ça complexifie le droit d'auteur. Et l'IA, c'est d'abord une nouvelle opportunité commerciale pour les grands éditeurs. Donc, ces derniers temps, cette dernière année, vous avez une multiplication des accords de commercialisation entre éditeurs et producteurs de solutions d'IA, qui en fait exploitent une faille européenne qui est ce qu'on appelle l'exception TDM, Text et Data Mining. En fait, cette exception, Text et Data Mining, c'est une exception qui avait été, là encore, défendue par des bibliothèques, dans l'idée qu'il ne fallait pas que le droit d'auteur et le copyright empêchent des chercheurs de faire de la fouille de texte, du data mining pour leurs recherches, et que donc il fallait qu'il y ait cette exception. Et en fait, cette exception, elle n'a pas anticipé l'IA, et donc les producteurs d'IA se sont engouffrés dans cette brèche, et aujourd'hui, ils peuvent, à partir de cette exception, moissonner les contenus. C'est ce qui a donné notamment des conflits, par exemple, avec les journalistes, qui voient des contenus qui sont plagiés, réutilisés par IA. Et du coup, on est sur un autre modèle, puisque les contrats signés ne couvrent pas forcément ces possibilités d'exploitation par l'IA. On a des droits d'exploitation qui se rajoutent, qui ne sont pas encore forcément intégrés dans les contrats signés avec les éditeurs. Et du coup, pour les éditeurs, la solution la plus avantageuse, c'est la licence CC BY et le Full Gold APC. Pourquoi ? Parce que CC BY, ils sont sûrs qu'à tous les niveaux, ils vont pouvoir revendre des données, revendre des publications, que par ailleurs, le modèle APC leur garantit de toute façon une source de financement en amont. Donc, de toute façon, ils ne seront pas déficitaires, même si l'article après n'est pas réutilisé, n'est pas revendu. De toute façon, ils ont déjà au minimum 2 ou 3 000 euros ou dollars par article de rentrée d'argent. Donc, ils ont une rentrée d'argent stable et du bonus avec l'IA. Et puis, on a des questions sur les interrogations, on a des interrogations éthiques, par exemple, sur les articles qui ont été rétractés, qui ont été modifiés. Parce que du coup, lorsque vous avez des contrats, comment est-ce que ces données, en fait, sont mises à jour pour de l'entraînement de LLM? Comment est-ce qu'on peut garantir qu'il n'y ait pas de plagiat? Aujourd'hui, c'est très compliqué. Sachant qu'après, je vous en ai parlé, mais évidemment, vous avez toutes les plateformes pirates, SciHub, LibGen, Anna's Archives, et il faut savoir que ces plateformes, eh bien, elles revendent aussi vos articles pour des LLM. Ils l'écrivent, hein, c'est même écrit sur leur site, c'est qu'ils peuvent vous donner accès à l'entièreté de leur base de données piratées pour de l'apprentissage de LLM. Et alors là, je pense qu'ils ne sont pas regardants quand même sur à qui ils revendent les données. Alors, une piste européenne, c'est une clause type qui permet de s'opposer à la fouille de texte et de données par les intelligences artificielles, qui peut être intégrée directement. Le problème aussi, c'est qu'on est sur des modèles de plus en plus d'IA souveraines et qu'on a aussi des petits modèles d'entraînement qui ont besoin d'accéder à ces données. Donc, on est pour l'instant globalement dans une situation un peu d'impasse entre peut-être ce qui serait souhaitable et voilà, ce qui peut être fait. Alors, je vous ai donné un exemple. Vous avez un groupe de chercheurs américains qui fait une veille sur ces accords de commercialisation. Donc là, par exemple, je vous ai mis l'exemple de Wiley.
En fait, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'opt-in, opt-out. Cette clause européenne, c'est une stratégie d'opt-out, c'est-à-dire que normalement, vous avez un code dans l'article qui doit indiquer aux machines qu'elles n'ont pas le droit, en fait, de lire le document pour de l'intelligence artificielle. Voilà. Je ne sais pas dans les faits comment ça fonctionne, on n'a pas encore de retour là-dessus. Si vous voulez voir la liste, il suffit de cliquer sur l'extrait que je vous ai mis de Wiley et vous avez la liste en lien de tous les contrats qui sont en cours de signature avec des grands éditeurs. Alors, je me suis dit que ça vous intéresserait d'avoir des chiffres sur vos domaines. Alors, en sciences, j'ai fait sciences médicales, mais c'est peut-être pas exactement les regroupements disciplinaires. Je me suis dit que c'était le plus simple. Donc, dedans, j'ai aussi mis la biologie, enfin, il y a les deux. Alors, en recherche médicale, selon le baromètre national de la science ouverte, on a 60% de publications en accès ouvert. Sur le total, donc sur 100% de publications en recherche médicale, 60% est ouverte, ce qui est un chiffre assez important. Mais pour autant, eh bien, on voit que les articles qui sont disponibles qu'en archive ouverte, eh bien, ils ne représentent que 6% de cet ensemble. Donc, en fait, c'est très peu. Donc, la principale voie d'ouverture choisie en sciences médicales, c'est en fait celle des éditeurs. Le dépôt unique du manuscrit en archive ouverte sans paiement d'APC, c'est uniquement 6%. Donc, c'est extrêmement minoritaire. Alors, les constats, ils sont évidents, c'est qu'on a un phénomène de concentration éditoriale, quelques grands éditeurs qui facilitent la transition vers le Gold Open Access. Et alors moi, alors c'est très très rapide, hein, c'est pas une étude bibliométrique que j'ai faite, mais j'ai regardé sur les 5 dernières années en épidémiologie par exemple, la liste des revues qui sont les plus, enfin qui publient le plus. Et donc dans le trio de tête, on a Elsevier, Wiley, Springer. Dans le graphique, ouais. Le VRPR, c'est les deux, du coup, je ne sais pas si c'est la bonne part. Pour moi, le total, plutôt qui serait à retenir ou pas? Alors, en fait, c'est quoi le catch? Ouais, alors 6%, c'est les gens qui ont déposé leur manuscrit dans une archive ouverte, mais qui n'ont pas passé de contrat avec un éditeur pour que ce soit en accès ouvert. 22%, c'est uniquement sur le site de l'éditeur, et donc c'est soit parce que c'est un éditeur qui pratique du diamant, etc., soit c'est parce que c'est un éditeur qui fait payer des frais de publication. Et à partir du moment où l'éditeur appose une licence CC, nous, en fait, on a le droit de déposer cette version-là sur le site de l'archive ouverte. Donc, en fait, d'où ces 32%, en fait, qui se cumulent. C'est en fait des 32%, ce sont des doublons. Un document... Oui, d'accord. Mais du coup, le fait, il y a une dépôt sur une archive ouverte qui est totalement disponible. Et pas forcément la version définitive. Pas forcément la version définitive. Et puis là, moi, c'était pas tant sur la disponibilité, parce que ces 32%, de toute façon, sont disponibles sur le site de l'éditeur. Donc, il n'y a pas de restriction de ce point de vue. C'est plutôt en termes de frais qu'en fait, on se rend compte que il y a 54% des publications qui ont fait l'objet, d'une manière ou d'une autre, de frais de publication par les auteurs. C'est plutôt ça. J'ai une question sur les archives ouvertes, parce que les archives ouvertes, il n'y a pas forcément de peer review. Non. Donc, alors non. Enfin, là, il y a ce cas de figure où les gens n'ont fait que publier dans des archives ouvertes. Non, mais ils ont publié, mais sans APC. Oui, c'est ça. Il y a quand même eu, ça a été publié. Ouais. Ah, c'est dans un journal? Non, ils ont mis sur une archive, et après, ils ont publié dans un journal qui fait que ça d'APC. Ah, quand c'est que archive ouverte, là? Mais qui ferme, du coup, c'est un accès fermé chez l'éditeur. Ah, c'est un accès fermé chez l'éditeur. Et donc là-dedans, dans les archives ouvertes que vous mettez à 6%, ouais. On est sûr qu'ils ont publié dans une archive ouverte et qu'ils ont publié chez un éditeur. Alors, normalement, après, oui, ça a été publié chez l'éditeur. Archive ouverte, ça ne veut pas dire que tu as publié. Non, c'est clair. Là, on est d'accord que les 5%, le total, c'est que des articles publiés dans des journaux. C'est des articles qui ont des DOI. Donc, en fait, derrière, l'éditeur a déclaré un DOI, il l'a publié sur d'archive, on a un DOI. Oui, alors non, c'est des DOI cross-ref. Parce que sur les archives ouvertes, vous avez un DOI qui est généré par DataSite. En fait, vous avez 2 fournisseurs de DOI dans le monde. Crossref, c'est le DOI fourni par l'éditeur, et DataSite, c'est le DOI qui est fourni au départ pour les données, les manuscrits. Donc là, on est sur du DOI Crossref. Ok. Alors, le point positif, c'est que j'ai l'impression qu'en sciences médicales, vous n'avez pas affaire à NDPI et Frontiers, ou en tout cas moins.
Tous les jours. Tous les jours, bon d'accord. Je cherchais un Mais en tout cas, il y a moins de publications que par exemple en sciences de l'ingénieur où c'est une catastrophe et où les chercheurs ne peuvent pas publier sans eux en fait. Je pense que là, le gros A, c'est tous les gens qui sont en train de dire « Ah oui, aujourd'hui encore, j'ai reçu un mail de MBTI. » Voilà. Alors, les frais de publication. Donc, une explosion du coût des publications. La simulation qui a été faite par un groupe de chercheurs et de bibliothécaires pour 2030. 2030, c'est l'année où le ministère a déclaré que 100% des articles doivent être en accès ouvert. Donc, on nous a dit, nous, voilà, moi, je suis censée monitorer au CNAM et voir, en 2030, il faut que tout soit en accès ouvert. Et donc, ils ont fait des simulations. La simulation, c'est qu'en 2030, 96% des articles seront payés sur prêt d'APC si on continue dans cette dynamique et si on veut atteindre 100% d'accès ouvert numérique. Alors, c'est un angle mort des incitations à l'ouverture des publications. C'est-à-dire que c'est le modèle de l'auteur-payeur et c'est clairement un effet pervers de la science ouverte qui n'a absolument pas été anticipé au début et jusqu'à très récemment. Et donc, le Gold Full APC, c'est le modèle dominant chez les éditeurs internationaux et ça représente, sur les éditeurs qui pratiquent de l'accès ouvert, c'est 40% de leurs publications sont sur ce modèle-là en 2023. Alors, il y a une étude qui a été faite par notamment Antoine Blanchard. Je vous ai mis donc les analyses par des coûts d'abord globaux et puis par discipline à droite. Donc, ça vous permet de voir quels sont les coûts en fait des APC. Et puis, ça vous permet surtout de voir que en fait, les revues, les disciplines qui consomment le plus d'APC, c'est la recherche médicale, la biologie. Tout en bas, vous avez les sciences sociales. Mais c'est logique parce que c'est pas le même modèle d'édition au départ. Donc, les sciences sociales n'atteindront jamais un tel niveau d'APC. Donc voilà, globalement, le tableau est pas très positif. On a quand même des alternatives. Il y a des solutions techniques, des alternatives qui existent. Le problème, en fait, c'est que c'est quelque chose qui concerne tout un ensemble de communautés de recherche et que vous avez là aussi des exigences contradictoires, puisqu'on vous dit qu'il faut publier en accès ouvert, on vous dit qu'il faut publier beaucoup, on vous dit qu'il faut être lu, qu'il faut publier dans des revues de qualité. Et en fait, même si on a conscience que le modèle du publish or perish, etc., il n'est pas bon, eh bien, on n'arrive pas au niveau international à décrocher de ce modèle, y compris au niveau national, où on est encore quand même beaucoup sur des indicateurs quantitatifs de savoir combien on a publié chaque année, etc. Donc, on a des outils de recherche existants. Ce qui manque aujourd'hui, ce sont des dynamiques de communautés de chercheurs qui ont à la fois les moyens et la volonté, mais surtout les moyens, en fait, de basculer d'un modèle à un autre. Ce qui a quand même été fait par certains. Alors, la première chose, c'est si vous voulez repérer des journaux donc, qui sont en accès ouvert sans frais de publication, donc des revues Diamant, vous avez au niveau international le Directory of Open Access Journals, qui en fait est un répertoire de revues qui peut permettre de repérer certaines revues. Le problème, c'est que ce ne sont pas forcément les revues dans lesquelles on va vous conseiller de publier. Vous avez des modèles alternatifs. Vous avez en France une plateforme qui s'appelle Episcience, qui est une plateforme qui est adossée à HAL, qui en fait permet à des communautés de chercheurs de créer des épi-revues, qui sont des revues où tout le processus de reviewing est ouvert et en fait le manuscrit est automatiquement déposé sur HAL. C'est le contraire en fait du peer reviewing qui a été développé, c'est-à-dire que là en fait c'est pas anonymisé. C'est-à-dire qu'on sait en fait qui lit et qui fait des retours sur votre article. L'idée c'est qu'en fait on rend les choses, enfin l'idée en tout cas qui est un argument des chercheurs qui pratiquent ça, c'est de dire que de toute façon on est sur un système qui est globalement opaque, que on a vu se dégrader progressivement en fait la qualité du reviewing chez les éditeurs et que donc là on sait qui fait les choses, on sait éventuellement s'il y a conflit d'intérêt ou pas, on peut discuter avec la personne et donc vous avez des communautés de chercheurs qui jugent que c'est préférable. Dans le même esprit, vous avez cette communauté qui s'appelle Peer Community In, qui propose en fait ce système-là à partir du manuscrit, en se disant que de toute façon le manuscrit il est écrit, même si un éditeur, si vous n'arrivez pas à trouver un éditeur par exemple qui veut le publier sans frais d'APC, vous pouvez quand même en faire bénéficier la communauté
il aura quand même eu des retours de chercheurs avec une relecture par les pairs, et donc il peut quand même être utile. Et puis, vous avez un autre modèle complètement différent. Alors moi, j'ai aucun retour dessus. Je ne sais pas si certains chercheurs le font, mais il y a la plateforme de publication de la Commission européenne qui est basée sur un modèle international qui s'appelle Open Research Europe, qui est en fait disponible si vous avez au moins un auteur qui est bénéficiaire d'un projet européen. Alors, ça nous intéresse si vous avez des retours à ce sujet. Je ne sais pas. Alors, quelques exemples. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les comptes rendus de l'Académie des sciences qui ont complètement basculé sur le libre accès Diamant. Et puis, vous avez des revues qui sont Diamant de base, donc notamment Médecine tropicale et Santé internationale. Et puis, on vous a mis en lien un article de Pasteur qui fait pas mal de veille là-dessus, qui est assez actif là-dessus, donc qui propose d'autres pistes, donc qui sont globalement les mêmes. Voilà, et je crois que j'arrive à la fin de la slide. Donc, j'ai laissé le merci qu'il y a par défaut, et surtout, je vous ai quand même mis notre contact. Donc, la cellule Sciences Ouvertes, et puis l'équipe HAL. On a 2 mails différents, selon que ça concerne une question technique sur HAL ou une question plus générale sur la science ouverte. Et voilà. Et est-ce que vous avez des questions ou des remarques? J'espère que c'est un peu utile. C'est très utile. Hein, parce que du coup, ça répond exactement, en tout cas de mon point de vue, ça répond exactement à la demande qu'on avait. Je ne dirais plus n'importe quoi. J'ai compris que c'était donc voilà. Et donc, je sais ce que tu as vu dire. Je sais que le truc, quand j'ai dit tout à l'heure, on fait la même chose que la dernière fois, c'était BCT by NC. Donc, oui, ok. Ça va, c'était pas le pire. Oui. Du tout, c'est un logo qu'on voit tellement que les gens n'interrogent pas. Oui. J'ai des cas de figure de mémoire de master confidentiel avec des alternances d'entreprise avec des trucs sensibles qui prennent le template, voient le logo, le laissent et je leur dis, tu sais, ça veut dire ça, ça dit qu'en fait, là, tu peux l'envoyer à photo et puis à tout le monde. Oui, il y a. Donc c'est vrai que c'est pas compris. C'est pas compris, puis c'est pas régulé en fait. Oui. C'est-à-dire que nous, on a régulièrement des chercheurs qui déposent sur HAL. Il y a la même chose pour les métadonnées, donc les personnes, elles vont déposer une notice parce que l'article est sous copyright et elles vont mettre que c'est en licence CC. Et nous, après, on nous contacte en nous disant, mais où il est l'article? Donc, c'est compliqué, ouais. Oui. Du coup, j'ai entendu peur de gens qui n'avaient pas le droit d'utiliser leur propre graphique. C'était publié, c'était quelle situation? Alors, ça va beaucoup dépendre des pratiques des éditeurs. Moi, je dirais qu'il y a quand même 2 niveaux. Il y a le niveau commercialisation, réutilisation commerciale de certaines parties des articles. Après, vous avez aussi certains éditeurs qui veulent empêcher la réutilisation parce qu'ils veulent empêcher une réutilisation abusive liée aux pratiques d'autocitation, etc. Donc, je ne sais pas, tout dépend des éditeurs, en fait. C'est pareil, là, il n'y a pas de réponse universelle, en fait, parce que globalement, dans les pratiques d'éthique, on déconseille à des chercheurs de réutiliser forcément les mêmes graphiques. On va plutôt leur conseiller de mettre à disposition les données ayant permis la création des graphiques. Et les graphiques ne sont pas censés être démultipliés sur plein de revues, mais... Non, mais il peut y avoir des cas de figure, on écrit, je sais pas, un chapitre de livre ou une présentation. Oui, c'est ça. On a envie d'utiliser notre propre figure. Oui, on peut la refaire, mais par exemple, vous avez un cas où ça va être par exemple la tête qui va donner lieu à une publication. Là, effectivement, moi, j'ai jamais vu de cas. Alors si, en sciences humaines et sociales, il y a des éditeurs qui râlent, mais c'est totalement anormal. Par contre, moi, j'ai jamais eu de cas où on va dire à quelqu'un, le graphique de l'article, vous l'avez mis dans un PowerPoint, c'est scandaleux. Surtout qu'on a la protection qui est liée à l'utilisation pédagogique, qui va quand même beaucoup protéger les enseignants-chercheurs. Et même pareil, enfin, parce que tout le travail, qui est quand même le centre de pas mal des argumentaires, le travail d'édition, clairement sur le graphique n'est pas là, parce que c'est 100% l'œuvre des scientifiques qui ont fait le travail. Donc, il n'y a pas de formatage. Alors, une chose que je n'ai pas dite, c'est que, il me semble que je l'ai mis dans le PowerPoint, c'est que pour... où est-ce que je l'ai mis? Voilà, il est possible de stipuler si la licence s'applique à tout ou partie du manuscrit.
Donc, en fait, vous avez des parties du manuscrit qui peuvent être exclues, en fait. Donc, par exemple, des illustrations. Ouais. Mais c'est hyper complexe, hein, le droit d'auteur, parce que... Et encore, en STM, vous avez de la chance par rapport aux sciences humaines et sociales. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait là? Continue en CC by NC. Tout dépend du cadre, en fait. Si, par exemple, je ne sais pas, vous déposez votre thèse en ligne et que vous n'avez rien qui... si vous avez utilisé des bouts de choses qui sont déjà commercialisées, vous pouvez le préciser. Mais votre thèse, in extenso, si vous souhaitez, par exemple, la diffuser, vous pouvez tout à fait mettre une licence CC BY non commerciale et partage dans les conditions initiales pour éviter qu'elle soit commercialisée. Mais Alors, on fait souvent des thèses sur articles, en fait. Donc, oui, il y a des articles directement dans la thèse. C'est un peu le serpent qui se... Ouais. Ouais, bon. Alors, si vous avez déjà des articles, des bouts d'articles ou des articles qui ont déjà une licence, il faut normalement utiliser la même licence. Le cas compliqué, c'est si vous avez des licences différentes. Et là, effectivement, vous ne pouvez pas apposer une licence ou alors vous apposez la licence vraiment restrictive. Donc, si vous avez un bout de votre article qui est déjà sous licence CC BY, vous ne pouvez pas en mettre une plus restrictive ensuite. C'est pas possible. On peut aller du plus restrictif au moins restrictif, mais on ne peut pas faire l'inverse. Question? Après, oui. Est-ce qu'il y a d'autres types de licences copyleft que Creative Commons qui peuvent avoir de l'intérêt dans certains cas par rapport à cette plaquette-là, justement, de un peu combler certains manques? Enfin, c'est la principale qui est utilisée. Après, la licence étalable qu'on vous a mise ici, en fait, c'est pour les données normalement. Après, sinon, c'est domaine public, donc là, c'est encore autre chose. Après, non, vraiment, le conseil, c'est que, de fait, au niveau individuel et dans les laboratoires, en fait, il faut respecter les attentes des financeurs. Ça, c'est quand même une priorité. Si les financeurs vous disent que ça peut être sous licence CC BY, il faut que ce soit sous licence CC BY. S'ils vous offrent la possibilité d'une licence plus restrictive et que c'est autorisé par le financeur, vous pouvez choisir cette licence plus restrictive. Mais voilà, il faut respecter les attentes en attendant une évolution du droit qui soit éventuellement une simplification ou une clarification. Et puis après, vraiment, moi, la chose que j'ai en tête, et même en STM, on voit encore, c'est que si vous payez des frais de publication, il faut que derrière, il y ait une licence. En fait, on le voit encore, d'ailleurs, des fois, les personnes ont l'impression qu'une licence va être appliquée, et quand on regarde, en fait, la version éditée par l'éditeur, on se rend compte que l'éditeur n'a pas mis la licence. Il faut qu'elle soit mise dans le document. Nous, on a eu des cas récemment d'ouvrages qui ont été publiés avec des financements comme ça du CNAM et où l'éditeur avait certainement dû s'engager à mettre une licence, mais sur la contractualisation, ça n'a pas dû être rédigé. Et si les personnes ne sont pas hyper vigilantes, après, en fait, moi, il y a des ouvrages que je n'ai pas pu utiliser, par exemple, parce qu'il n'y a pas le logo et parce que ce n'est pas clairement indiqué. Une autre technique aussi, ce sont les éditeurs qui vont dire qu'il y a une licence Creative Commons, mais ils ne vont pas le faire dans le document. Ils vont le faire sur la page web qui fait le lien vers le document. Et ça, par exemple, si vous ne l'avez pas dans le document, les gens qui récupèrent le document ne savent pas quelle est la licence. Donc, on a aussi de plus en plus ce cas de figure où vous allez avoir une licence Creative Commons qui va figurer sur le site de l'éditeur, sur une page web, mais quand vous ouvrez le document, en fait, vous allez avoir un copyright classique. Donc, du coup, ça veut dire qu'est-ce qui s'applique? C'est ce qui est sur la page internet ou ce qui est sur le document? Et ben, normalement, c'est ce qui est sur le document, oui, même si la personne elle a payé les frais. Donc voilà. Donc après, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, la direction de la recherche, la direction des bibliothèques, si vous avez des questions. Voilà, pour voir si on peut vous apporter des conseils selon les cas de figure. Qu'est-ce qu'il y a comme perspective au niveau du droit? Parce que visiblement, entre l'IA et les contradictions que vous avez évoquées, il y a, enfin, je ne sais pas si, par exemple, l'Union européenne essaie de réagir d'une façon ou d'une autre qui puisse être constructive pour les chercheurs. Alors, il y a des groupes de lobbying, mais qui se concentrent plutôt sur le volet accès ouvert pour l'instant. Et du coup, sur la réutilisation en IA, pour l'instant, non, enfin, il y a des perspectives. Si, au niveau de l'Union européenne, il va y avoir des choses. Après, je ne sais pas combien de temps il va falloir pour que ça avance.
Et puis surtout, il va y avoir, c'est la difficulté aussi, c'est qu'on a en fait des intérêts qui sont très différents selon les secteurs, entre la musique, le cinéma, l'écriture académique. On va avoir des situations très différentes, et le droit est censé être un droit globalement collectif avec plein de... Ce qui est certain, c'est que peut-être que l'exception TDM va être revue, reprécisée éventuellement. Après, l'autre question, en fait, mais qui ne concerne moins les chercheurs que d'autres créateurs de contenu, en fait, c'est la question de la rémunération. C'est aussi ça qui est beaucoup en jeu dans le droit d'auteur, c'est qu'à partir du moment où votre droit est reconnu, ça ouvre la possibilité que vous touchiez des droits. C'est ce qui se fait dans l'édition traditionnelle en SHS, où normalement, quand vous publiez un ouvrage, vous avez des droits d'auteur que vous percevez tous les ans. En STM, il me semble que c'est quasiment plus le cas, et que de toute façon, les chercheurs ne réclament pas de droits. Vous avez après des auteurs qui gagnent. Mais oui. Le cas classique, la médiane, elle est catastrophique. Elle est catastrophique, mais ça monte vite quand même. Moi, pour avoir eu des droits de traductrice, ça peut quand même régulièrement faire l'équivalent d'une petite prime au CNAM. Non, mais voilà, après, je pourrais vous envoyer des liens de lobby, enfin de personnes qui font du lobbying pour que vous voyez un petit peu ce qui se dessine. Sur l'IA, de toute façon, il va y avoir des enjeux tels que je pense qu'il n'y aura pas de véritables restrictions. Après, toute la question, ça va être en fait, plutôt que la restriction, ça va être le suivi de l'utilisation, en fait, je pense, de l'enjeu. Je ne sais pas si vous connaissez un chercheur qui s'appelle Guillaume Cabanac. C'est un chercheur qui travaille sur l'IA et qui travaille sur toutes les fraudes liées à l'IA. Donc notamment les références hallucinées, les références furtives, ce qu'il appelle aussi le vocabulaire torturé. Et donc effectivement, vous avez des groupes de recherche qui se mettent en place, mais c'est pas tant sur des restrictions en amont que sur une régulation des usages, en fait. C'est plutôt là-dessus, je pense, que ça va se jouer. Mais encore une fois, moi, je suis pas juriste, hein, donc... Merci beaucoup. Merci.